le clair-obscur de la conscience. C'est la couverture de ce petit livre qui sort aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent, le clair-obscur de la conscience. C'est un petit livre, mais très concis et assez ardu. Je vais le simplifier, tâcher de le simplifier dans cet exposé. Cette illustration que vous voyez reproduit la couverture de ce petit livre qui, par parenthèse, est aussi préfacé par Pierre Sommeville, qui est académicien dans la classe des Beaux-Arts, académicien ici à l'Académie royale de Belgique. Pourquoi le clair-obscur de la conscience ? Vous voyez que ce tableau est un clair-obscur. Ce tableau s'intitule « Le philosophe en méditation » et il est de Rembrandt. Descartes est né en 1596, 1596 et est mort en 1650. Il est né dans un petit village qui aujourd'hui s'appelle Descartes, en son honneur. Et ce petit village est en Touraine, le jardin de la France, en Touraine, et vous pouvez aller, bien sûr, sur les traces de Descartes, dans ce petit village qui s'intitule Descartes, et où Descartes a passé son enfance et où il est né, au collège de La Flèche, chez les Jésuites. C'est là qu'il a fait ses études. Descartes, très tôt dans sa vie, dès 1619, c'est-à-dire à l'âge de 23 ans, quitte la France et va vivre en Hollande. Il va passer là plusieurs années en Hollande, jusqu'en 1646. Ensuite, il va quitter la Hollande et va finir ses jours en Suède, à Stockholm, à la cour de la reine Christine de Suède. Il est important que Descartes soit allé en Hollande, parce que nous sommes au XVIIe siècle. Je vous ai donné la date de naissance, 1596, et sa date de mort, 1650. Nous sommes en pleine époque baroque. Descartes va vivre plusieurs années à Amsterdam, à Zandvoort, à Utrecht et à Leyde. C'est en Hollande que Descartes, que Merleau-Ponty, le philosophe Merleau-Ponty, appelle le fondateur du grand rationalisme, c'est en Hollande que Descartes va écrire la majeure partie de son œuvre. Il y écrit notamment le discours de la méthode, surtout son chef-d'œuvre, les méditations métaphysiques en 1641, et puis les principes de philosophie, ce sont ces trois grands livres, discours de la méthode, méditation métaphysique, les principes de philosophie, et puis, avant de quitter la Hollande pour partir pour la Suède, le traité des passions. Voici donc le philosophe en méditation de Rembrandt. C'est un tableau clair-obscur. Vous pouvez le voir, l'admirer au Louvre, aujourd'hui, à Paris. Voyez ce philosophe en méditation. À l'époque, Rembrandt vit à Amsterdam. Descartes est à Amsterdam. Ça pourrait être Descartes méditant sur ses méditations donc métaphysiques. Rembrandt peint ce philosophe en méditation au moment même où Descartes est à Amsterdam, où il écrit l'essentiel de son œuvre philosophique. Voici Descartes peint par Frans Hals, l'autre grand peintre hollandais de l'époque, beaucoup moins connu que Rembrandt évidemment. C'est le portrait officiel de Descartes, peint par Frans Hals, toujours en Hollande. Descartes a posé là pour Frans Hals. Voyez ce clair-obscur de Descartes. Or, le titre de mon exposé et le titre de ce livre, c'est « Le clair-obscur de la conscience ». Je considère qu'il y a chez Descartes place dans sa philosophie pour ce que j'appelle le clair-obscur de la conscience. Ce n'est pas un hasard si Descartes approfondit cette partie de sa philosophie
en Hollande, à Amsterdam, à l'époque où vivent les plus grands portraitistes et les plus grands peintres du clair-obscur, tels Rembrandt. On dirait que ce tableau, Rembrandt l'a peint en pensant à Descartes. Pourquoi le clair-obscur? Qui rejoint donc en philosophie l'esthétique de l'époque, l'esthétique baroque. C'est une chose que personne n'a jamais mis en lumière, à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que ce petit livre paraisse, et jusqu'à cet exposé, c'est à quel point la philosophie de Descartes et de son clair-obscur est en symbiose avec l'esthétique de l'époque, Caravage en Italie, par exemple, non seulement de l'époque, XVIIe siècle, pleine époque baroque, mais du lieu, la Hollande, Amsterdam. C'est une chose qui pour moi me paraît évidente, mais que personne n'a jamais mis en relief. Expliquons maintenant pourquoi, chez Descartes, il y a place pour une philosophie du clair-obscur et même pour ce que j'appelle donc le clair-obscur de la conscience. Je ne dis pas de la raison, alors que Descartes apparaît traditionnellement, historiquement, dans l'histoire de la philosophie, comme le fondateur du rationalisme. Pourquoi le clair-obscur de la conscience? Alors là, nous entrons de plein pied dans le cartésianisme. Vous savez que Descartes est un platonicien, c'est un post-platonicien. Pour lui, l'essentiel de la pensée réside dans les idées. C'est un idéaliste au sens philosophique du terme. Il est le continuateur de l'idéalisme philosophique tel que Platon, 4 siècles et demi avant Jésus-Christ, dans la Grèce athénienne, a mis en lumière, et puis qu'a repris d'une certaine manière, tout en le modifiant, Aristote. Mais l'idéalisme platonicien est la philosophie qui a dominé jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle la philosophie occidentale, pour le meilleur et pour le pire. Je ne me prononce pas là-dessus. L'idéalisme, c'est la théorie des idées. Il y a des idées éternelles, ce que Descartes appellera plus tard les vérités éternelles, des vérités qui sont dans un autre monde, le monde suprasensible, comme le dit Platon, c'est-à-dire des idées qui sont dans un ciel éternel, immatériel, et qui nous sont innées. L'idée de justice, l'idée du beau, l'idée du bien, l'idée du vrai. Le beau, le bien et le vrai sont les 3 grandes idées platoniciennes. Pour Descartes, ces idées innées, c'est la raison qui y a accès. Et plus que la raison, plus précisément encore, la pensée. Descartes est non seulement un idéaliste au sens platonicien du terme, mais c'est la logique de l'idéalisme, c'est un dualiste. C'est-à-dire qu'il oppose l'âme et le corps. Le corps est un tombeau pour l'âme, comme chez Platon. Les idées, l'âme est éternelle, le corps est périssable, le corps est matériel, le corps n'a aucune valeur. C'est ce que va reprendre notre culture occidentale, le judéo-christianisme. Le judéo-christianisme va reprendre l'idéalisme platonicien, va reprendre le dualisme platonicien, l'opposition entre l'âme et le corps, et même l'opposition entre le monde suprasensible où sont les idées et le monde sensible où nous vivons. Le monde suprasensible dans le christianisme, ça va devenir le paradis, suprasensible, un autre monde transcendant, et le monde sensible est le monde matériel. Sauf que le judéo-christianisme, reprenant le schéma platonicien, y ajoute, ce que n'a pas fait Platon, l'idée de Dieu. Dans la Grèce antique, il n'y a pas de monothéisme, c'est un polythéisme. Il y a plusieurs dieux. Donc le judéo-christianisme, finalement, c'est un platonisme sur lequel on a calqué, plaqué Dieu. Descartes est un idéaliste, et c'est un dualiste. Il oppose, comme Platon, l'âme et le corps.
En tout cas, c'est ce que nous dit la tradition. Or, moi, je prétends, modestement, que c'est une vision réductrice de Descartes, qu'il faut aller plus loin, parce qu'on a lu une partie de l'œuvre de Descartes, celle qui correspond à notre vision platonicienne et judéo-chrétienne, c'est-à-dire de l'idéalisme et du dualisme, et on a occulté, sciemment ou non, la dernière partie de l'œuvre de Descartes, celle où Descartes n'oppose plus l'âme et le corps, mais où il les réunit, d'où le sous-titre de mon livre, « L'union de l'âme et du corps selon Descartes ». Je vais démontrer que ce dualisme platonicien est une imposture philosophique, et je pèse mes mots. Là, je remets en cause une partie de la philosophie occidentale, en tout cas de l'interprétation qu'elle a faite de Descartes. Parce qu'au XVIIe siècle, Descartes étant jésuite, au XVIIe siècle, il était de bon ton d'opposer l'âme et le corps. Nous étions dans une monarchie de droit divin, dans un christianisme et dans un catholicisme pur et dur. Et donc toute la partie où Descartes réunit l'âme et le corps a été, pour des raisons politiques, morales, sociologiques, religieuses et donc philosophiques, occultée. Bref, on a amputé Descartes, à mon sens, de ce qui fait sa richesse. Il faut savoir qu'il y a 3 Descartes. Il y a le Descartes de la jeunesse, celle où il pense et où il n'est pas encore parti pour la Hollande. C'est celle de Descartes en France. Au début, Descartes est un mathématicien, c'est un savant, c'est un médecin. Il ne fait pas de la philosophie. C'est en Hollande qu'il va commencer à faire de la philosophie. Au départ, comme Blaise Pascal, Descartes est un savant. C'est un grand savant. Il a écrit un livre sur le monde, qui est un livre de cosmologie. Ça s'appelle Le Monde. Il a écrit un livre de chirurgie, le Traité de l'homme, où il analyse le fonctionnement du corps humain. Il le dissèque comme un chirurgien. Il a écrit un livre sur les lunettes, la dioptrique. Il a, avec Pascal, concouru à l'élaboration de la machine à calculer. Il a analysé les planètes, la cosmologie. Il ne fait pas de la philosophie au départ. Descartes est un savant. Le deuxième Descartes, celui qui va naître en Hollande, c'est là qu'il devient philosophe et métaphysicien, avec ses méditations métaphysiques. Le premier Descartes est un physicien. Il fait de la physique et de la médecine et de la mathématique. Ce sont les sciences exactes et les sciences appliquées. Sciences exactes, logique, mathématiques, sciences appliquées, biologie, chimie, physique, astronomie, etc. Il est contemporain de Galilée. Et comme Galilée, il est dans la cosmologie et dans la physique. C'est en Hollande, lorsqu'il quitte la France, qu'il apprend son métier de philosophe. Et c'est là qu'il va élaborer ce grand chef-d'œuvre de la philosophie, qui est le point de départ de la philosophie moderne, les méditations métaphysiques en 1641, et quelques années avant le discours de la méthode, où Descartes énonce ce que l'on appelle en philosophie le cogito, c'est-à-dire je pense, donc je suis. Je vais y revenir. Le deuxième Descartes est donc le métaphysicien. L'on connaît, l'histoire de la philosophie occidentale connaît le premier Descartes, le physicien, un peu négligé, mais elle le reconnaît et le lit. Elle analyse la philosophie occidentale, l'histoire, surtout le deuxième Descartes, le métaphysicien, l'auteur du discours de la méthode, des méditations métaphysiques et des principes de philosophie. Mais il y a un troisième Descartes, celui de la vieillesse. Le premier Descartes, c'est la jeunesse. Le deuxième Descartes, c'est la maturité. C'est le Descartes que l'on connaît. Mais il y a un troisième Descartes, celui qui, à la fin de sa vie, va quitter la Hollande, va partir pour la Suède et va élaborer ce qu'on appelle le traité des passions, c'est le premier titre, de ce qui va devenir les passions de l'âme. Et là, c'est le troisième Descartes qu'on n'étudie pas. Là, Descartes analyse ce qu'il appelle les passions, ce que l'on appelle en termes modernes la sensibilité, ce que Kant appelle l'esthétique transcendantale dans la critique de la raison pure, première partie. Ce Descartes-là, le troisième, celui de la vieillesse, on ne le connaît pas.
C'est dans cette troisième partie de sa vie que Descartes tente de réunir sa pensée sur la physique, sur la matière, le physicien et l'astronome et le biologiste. Et le deuxième Descartes, le métaphysicien, il essaye de les réunir, le corps et l'âme. Le traité des passions est un traité de psychologie. Il invente pratiquement l'inconscient, tel que Freud va le reprendre. Je vais vous le démontrer. C'est ce troisième Descartes qui veut réunifier son œuvre de jeunesse de physicien et de mathématicien et d'homme des sciences et son œuvre de maturité, le métaphysicien. C'est ce Descartes-là qu'il faut étudier. C'est celui où il réunit la physique et la métaphysique dans la psychologie, ce qui va devenir plus tard la psychanalyse. Mais Descartes n'a pas pu achever cette œuvre parce qu'il est mort. Alors il y a un grave problème avec la mort de Descartes. Certains, l'histoire dit que Descartes serait mort d'un mauvais rhume, contracté un matin en allant à 5 heures du matin de sa maison aux appartements de la reine Christine de Suède à Stockholm, qu'il aurait pris froid, qu'il aurait eu un rhume, que ça aurait mal tourné, qu'il serait mort d'une pneumonie. Ça, c'est la version officielle. Or, il y a une autre version, très sérieuse, mise en lumière par des médecins, des scientifiques, des littéraires et des philosophes allemands qui tentent à prouver que Descartes serait mort assassiné, empoisonné à l'arsenic. Raison pour laquelle son crâne a disparu. Vous savez que le crâne de Descartes a disparu. On a coupé son crâne de son corps. On n'a jamais fait d'autopsie de son cerveau. De Descartes, nous n'avons retrouvé que ses ossements, qui se situent aujourd'hui, ça a été fait très tard, je veux dire, il n'y a pas tellement longtemps. Ces ossements, sa dépouille, sans son crâne, est à l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Si vous allez à l'église Saint-Germain-des-Prés, il y a le Flore, il y a les deux magots. En face, il y a l'église Saint-Germain-des-Prés où l'on enterre les artistes. C'est l'église des artistes. Et si vous faites bien attention, il y a une dalle par terre où il est écrit en latin « Ici reposent les restes de Descartes ». Descartes est mort en Suède. Il y a eu toute une histoire sur son transfert de ses ossements en France. Ça a pris un temps fou parce qu'on ne retrouvait plus sa tête. Son crâne a disparu. C'est la fameuse énigme du crâne de Descartes. Je vais en parler d'ailleurs dans quelques semaines sur Europe 1 avec Franck Ferrand pour préparer l'émission L'ombre d'un doute que vous verrez sur France 3 sur le crâne de Descartes. C'est vraiment une histoire très importante. Donc Descartes n'a pas pu achever son œuvre de psychologue parce que, réunissant l'âme et le corps, il allait contre 2000 ans de tradition platonicienne et judéo-chrétienne, inaudible pour la religion et pour la philosophie au XVIIe siècle. Donc Descartes n'a pas pu terminer cette partie de son œuvre. Elle a été complètement occultée et j'essaye modestement de réexhumer cette partie de l'œuvre de Descartes. J'essaye de faire avec Descartes ce que, toute proportion gardée, mon ami Michel Onfray a fait avec les philosophes matérialistes et libertins, exhumer cette partie de la philosophie cartésienne, celle où il réunit l'âme et le corps. Contre Platon et 2000 ans de judéo-christianisme. Ce n'est pas une mince affaire, si l'on considère que Descartes est l'inventeur du rationalisme et du cogito, qui est à la base de la philosophie moderne. Je reviens à mon titre, le clair-obscur de la conscience. Pour Descartes, il y a donc, dans les méditations métaphysiques, la pensée et le corps. Là, oui, il est dualiste. Il faut savoir que Descartes, lorsqu'il pense, il pense selon ce que Martial Guéroult, qui est un grand cartésien, appelle l'ordre des raisons. Descartes procède par déduction-induction. C'est une suite, c'est une chaîne logique, c'est une suite de raisonnements. Donc, c'est selon l'ordre des raisons. Mais pour que ce soit un vrai ordre des raisons, encore faut-il aller jusqu'au bout du raisonnement, ce que la tradition philosophique n'a pas fait. Le clair-obscur de la conscience. Il y a les idées claires et distinctes, selon Descartes. Ce sont les idées qui sont dans la pensée, ce qu'il appelle la res cogitans, la chose pensante. La pensée, pour Descartes, là, il est dualiste. À ce moment-là de son raisonnement, selon l'ordre des raisons, il y a la pensée, la res cogitans, la chose pensante en latin, puisque les méditations sont écrites en latin. C'est là que sont les idées.
Et dans la pensée, dans la res cogitans, dans la chose pensante, les idées sont claires et distinctes. Il y a opposé à cela le corps, ce qu'il appelle la res extensa, c'est-à-dire la chose étendue, la matière. Là, il y a des idées aussi, mais ces idées sont obscures, dit-il, et confuses. Donc Descartes, à ce moment de son raisonnement, oppose les idées claires et distinctes de l'âme, de la pensée, et les idées obscures et confuses du corps. Mais il va ensuite les réunir. Et ce clair de la pensée et cet obscur du corps va donner le clair-obscur, où il fait la synthèse de la clarté des idées et de l'obscurité du corps. Ce sont les passions. C'est ce qui est à la limite de l'irrationnel ou du non-rationnel et du rationnel. C'est ce qui est aux confins de l'âme et du corps. Parce que les passions, pour Descartes, la sensibilité, elle est bien sûr immatérielle, mais elle est provoquée par des organes, par des éléments physiologiques. Cette passion, c'est le vieux mot qu'on employait pour le mot sensibilité. En psychanalyse, aujourd'hui, on parle d'affectivité, on parle d'affect, je vais y revenir. Eh bien, c'est cela qui m'intéresse. C'est cette réunion de l'âme et du corps qui est le troisième et vrai Descartes, mais que l'on a sous-estimé, occulté et jeté aux poubelles de l'histoire philosophique. C'est ce clair-obscur qui m'intéresse, là où Descartes réunit l'âme et le corps, la clarté de la pensée et l'obscurité du corps, pour en faire, en psychologie, le clair-obscur. Le clair-obscur de la conscience, c'est ça. C'est l'union de l'âme et du corps, l'union de la clarté de l'âme avec l'obscurité du corps, des passions. Comment Descartes arrive-t-il à cela? Pour cela, je vais vous expliquer les méditations métaphysiques. Voici ici un autre tableau de Rembrandt, toujours contemporain de Descartes. C'est la leçon d'anatomie que vous pouvez voir au Rijksmuseum à Amsterdam. Vous voyez la façon dont sont habillés les médecins. Regardez Descartes, le col. On croirait qu'il est sorti de l'école d'anatomie de Rembrandt. C'est très, très frappant. Je vous disais que Descartes était un médecin aussi, un chirurgien. Il analyse le cœur, le cerveau, les poumons, la circulation du sang, etc. Voici le déclencheur de l'analyse des passions de Descartes. Descartes, je vous l'ai dit, à la fin de sa vie, avant de partir pour la Suède, est en Hollande, et il est en contact avec la princesse Élisabeth de Bohême. La princesse Élisabeth de Bohême est une jeune femme, Descartes est déjà assez âgé, il en est probablement secrètement amoureux. C'est un amour platonique. Il y a entre Descartes et la princesse Élisabeth de Bohême, dont vous voyez ici un portrait, une immense, immense correspondance que j'ai lue intégralement. Cette correspondance de Descartes avec la princesse Élisabeth est exactement contemporaine du traité des passions de l'âme de Descartes. C'est elle qui pousse Descartes dans ses derniers retranchements. C'est une femme, elle est amoureuse du grand génie du grand Descartes, elle n'ose pas le lui dire. Lui est trop âgé pour avoir une relation avec elle, c'est une relation purement platonique, d'un maître à son disciple, à son élève. Et il y a une correspondance, et elle le pousse dans ses retranchements. Elle lui demande d'expliquer la colère, la joie, l'amour, la jalousie, etc. Et Descartes, dans cette correspondance, lui explique les passions humaines. Il va dans le détail de ce qu'il n'a pas pu faire dans le traité des passions, pour des raisons évidentes, de morale, religieuse, philosophique. Il n'a pas pu tout dire dans son traité des passions. Donc il le dit de façon privée, dans cette correspondance privée, avec la princesse Élisabeth. On ne peut pas comprendre le dernier grand ouvrage de Descartes, Les Passions de l'âme, sans son appendice indispensable, qui est la correspondance avec la princesse Élisabeth. Et puis, une autre grande admiratrice de Descartes, c'est la reine Christine de Suède, là où Descartes va mourir, à Stockholm. Eh bien, c'est avec Christine de Suède et la princesse Élisabeth que Descartes va élaborer sa théorie psychologique de l'âme humaine. Mais c'est le dernier Descartes.
les passions de l'âme vont être occultées, mises sous le boisseau. Quant à la correspondance qui est absolument fondamentale avec Christine de Suède et la princesse Élisabeth, comme ce n'est qu'une correspondance privée, on ne l'a pas pris vraiment au sérieux d'un point de vue philosophique, académique, universitaire. On ne lit pas la correspondance à l'université de Descartes avec Élisabeth, on lit le discours de la méthode et les méditations métaphysiques. Mais quand même, revenons aux méditations métaphysiques de Descartes. Je vous remets Le philosophe en méditation de Descartes par Rembrandt, parce que je vais vous exposer justement les méditations métaphysiques de Descartes. C'est son grand livre. C'est le début de la philosophie moderne. Kant, Hegel, Husserl, jusqu'à Jacques Derrida et Michel Foucault, vont reconnaître en Descartes, Sartre, Merleau-Ponty, Gilles Deleuze, ils vont reconnaître en Descartes le fondateur de la philosophie moderne, parce que Descartes introduit au sein de la philosophie une chose qu'on n'avait encore jamais faite, le moi, le je, le cogito. Proust, longtemps je me suis couché de bonne heure. L'introduction du je en littérature, jusque dans l'impressionnisme, la peinture, où l'on met en œuvre ses impressions personnelles, ça part du cogito de Descartes. Je pense donc je suis. Je vais vous l'expliquer. Les méditations. Il y a 6 méditations de Descartes. Les méditations de Descartes sont divisées en 6 parties. Méditation première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième méditation. À ces 6 méditations de Descartes s'ajoutent les objections des différents philosophes de son époque. C'était un débat. Descartes écrivait en latin, c'était comme l'anglais aujourd'hui, c'était la langue des savants. Pour qu'un Italien, un Espagnol, un Français, un Suédois se comprennent, ils écrivaient en latin, comme aujourd'hui, on écrit les textes scientifiques de préférence en anglais, comme ça tout le monde peut se comprendre. Comment s'articulent les 6 méditations de Descartes selon l'ordre des raisons? C'est très important, retenez bien ça, l'ordre des raisons. Descartes, dans les méditations métaphysiques de 1641, qui est son grand livre, d'où part toute la philosophie moderne, ce qu'on appelle la phénoménologie, je vais vous expliquer après, Descartes extrapole, approfondit le discours de la méthode. Par parenthèse, le discours de la méthode est aussi divisé en 6 parties. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième partie, discours de la méthode. Les méditations métaphysiques reprennent les 6 parties du discours de la méthode. Les 6 méditations correspondent exactement aux 6 parties du discours de la méthode. Pour aller vite, je dirais le discours pour la méthode et les méditations pour les méditations métaphysiques, pour aller plus vite. Les méditations complètent, partie par partie, le discours de la méthode, selon l'ordre des raisons. Que fait Descartes? Essentiel pour comprendre le cartésianisme. Descartes, qui est un savant au départ, veut élaborer une philosophie qui soit basée sur des certitudes. Il veut une philosophie aussi méthodologique, aussi méthodique que la science. C'est son grand projet. Descartes n'oublie pas qu'il est savant, qu'il est mathématicien au départ. Et il veut que la philosophie soit aussi rigoureuse, sûre et certaine que la science. Il va donc élaborer une philosophie, discours de la méthode, méditation métaphysique, qui entend, je ne dis pas qu'il y a réussi, mais c'est en tout cas son projet, son ambition, qui entend donner une base scientifique à la philosophie. Descartes, donc, se retranche dans ce qu'il appelle son poil. Son poil, P-O-E, accent circonflexe, L-E, c'est la chambre, la pièce à l'époque où il vit, c'est la seule pièce où il fait chaud. Nous sommes en hiver en Hollande, à Amsterdam. Il se met dans son poil, dans cette pièce, il s'isole et il va méditer. Descartes, savant, se rend compte que même la science, au fil des années, s'est trompée. Que ce qui était vrai au départ peut être réputé faux parce que des découvertes ont nié ou infirmé ce que l'on avait prétendu comme sûr et certain auparavant. Descartes dit
La science n'est pas aussi sûre que cela, même si moi je suis scientifique. Au fond, il n'y a qu'une chose qui soit vraiment certaine, vraiment sûre, c'est la mathématique. 2 et 2 font 4, ont toujours fait 4 et feront toujours 4. La mathématique et la logique. Mais la biologie, la physique, l'astronomie, elle peut aussi se tromper. Il y a de grandes erreurs scientifiques. Descartes va plus loin. Il dit « Mes sens me trompent. Il y a des choses, quand je les vois de loin, qui m'apparaissent carrées. Quand je m'en approche, elles sont circulaires. Le froid, quand je suis au chaud, le froid m'apparaît comme très très froid. Le tiède m'apparaît comme froid. Et vice-versa, quand je suis dans une pièce chaude, tiède, et que je vais dans le froid, ce froid m'apparaît comme chaud par rapport à la pièce où j'étais. Mes sens me trompent, dit Descartes. Lorsque je rêve, au moment où je rêve, je prends mes rêves pour des réalités. Si j'ai un rêve angoissant, je vais être angoissé pendant mon rêve. Pendant mon rêve, je ne fais pas la distinction entre la partie onirique de mon existence et la réalité. Les fous pensent qu'ils sont dans la réalité. Descartes dit, il y a des fous qui s'imaginent être des cruches, c'est le mot qu'il emploie, des cruches. Allez les persuader que ce ne sont pas des cruches. Un fou a une autre perception du réel que moi. Bref, dit Descartes, il est de bon ton, il est intelligent, il est mieux de se méfier de ce qui une fois vous a trompé dans votre vie, puisque mes sens me trompent. Je ne peux pas m'y fier complètement. J'ai pu être amoureux, éperdument amoureux de telle femme dans ma jeunesse, je la revois 20 ans après, et je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu être amoureux ? Et vice-versa, si c'est une femme par rapport à un homme. Mes sens me trompent, ma vision du monde change. Lorsque je suis enfant, je vois un jardin, par exemple Proust, je fais une analogie, Proust part du jardin de sa tante Léonie, j'étais le voir, ce jardin. Proust, dans La recherche du temps perdu, dans Du cocher de chez Swann, décrit ce jardin comme immense, etc., parce qu'il le voit avec ses yeux d'enfant. Si vous allez voir le jardin de Proust à Combray, vous verrez que le jardin de Proust n'est pas ce qu'il décrit, parce que l'adulte ne voit pas comme l'enfant. Bref, dit Descartes, mes sens me trompent. Tout me trompe dans la vie. Je n'arrête pas de me tromper. Or, moi, savant, je veux une philosophie qui soit certaine. Descartes donc met en doute toute une série de choses. C'est ce qu'on appelle le doute méthodique. Il fait table rase du passé. C'est de là que ça vient. Tabula rasa, c'est le mot qu'il emploie. Il fait table rase du passé, il fait table rase de tout. Il dit, mes sens me trompent, tout me trompe, moi-même je me trompe. Et si Dieu, au lieu d'être infiniment bon, était infiniment mauvais? C'est l'hypothèse du malin génie. Descartes va jusque-là. Il dit, il se peut que Dieu existe, mais au lieu d'être infiniment bon, il soit infiniment mauvais, et qu'il me trompe sur ma propre existence. Peut-être ne suis-je qu'une illusion. C'est le début du solipsisme, de l'autisme, de la folie. Analyse que va reprendre Michel Foucault. Je parlais de Michel Foucault dans l'histoire de la folie à l'âge classique. L'histoire de l'âge classique de Michel Foucault, grand livre de Michel Foucault sur la folie, donc philosophe mort il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques années, mais il n'y a pas très longtemps à l'échelle de l'histoire. Michel Foucault, dans l'histoire de la folie à l'âge classique, fait une analyse absolument formidable du statut de la folie chez Descartes. Pareil, Jacques Derrida. Derrida, grand philosophe contemporain, mort, que j'ai eu la chance de connaître un peu, mort il n'y a pas tellement longtemps, d'un cancer, hélas, il y a moins de 10 ans. Derrida, dans L'écriture et la différence, écrit un article absolument prodigieux qui s'appelle « Le cogito et la folie ». Il analyse la folie chez Descartes. Donc Descartes analyse tout et il dit « Je peux douter de tout ». C'est le doute méthodique. Et il va jusqu'au doute radical. Il doute de tout, y compris de sa propre existence. Je peux même douter que je doute, si je suis fou. Et ainsi de suite, il pousse le doute jusque dans ses ultimes retranchements. Il dit peut-être que Dieu existe et qu'il m'illusionne sur ma propre existence. Peut-être ne suis-je qu'un rêve. Peut-être un jour vais-je me réveiller de ce cauchemar. Peut-être que je n'existe pas. Que ma pensée même est une imposture. Je doute, mais dit Descartes. Deuxième méditation, ça c'est la première, c'est le doute radical. Nous sommes selon l'ordre des raisons. Deuxième méditation. Mais douter, c'est une forme de la pensée. Douter, c'est quand même penser, parce que pour douter, il faut être.
Tant que je douterai, je penserai. C'est une façon négative de penser. Je peux reculer mon doute autant que je veux, je peux douter que je doute, que je doute, que je doute. Il n'empêche que tant que je douterai, je penserai. Donc, je n'existe pas en tant qu'homme. Je n'existe pas en tant que corps. J'ai tout nié, ma propre existence. Il ne reste que mon doute. Mais douter, c'est penser. Tant que je douterai, je penserai. Si je doute, c'est que je pense. Si je pense, c'est que j'existe au moins en tant que pure pensée. Je pense, donc je suis. Cogito, en latin, je pense. Ergo, donc, sum, je suis. C'est la deuxième méditation. Cogito ergo sum, c'est l'établissement du cogito. C'est la première certitude que Descartes acquiert. Avant la mathématique, avant Dieu, avant tout, la première certitude que Descartes établit dans la deuxième partie du discours de la méthode et dans la deuxième méditation métaphysique, c'est le cogito. Donc la première méditation, c'est le doute méthodique jusqu'au doute radical, tabula rasa. La deuxième méditation, c'est l'établissement du cogito. La première vérité, avant toute vérité, qu'elle soit céleste, mathématique, tout ce que vous voulez, la première vérité, la première certitude que Descartes établit, c'est celle du cogito, c'est-à-dire de la pensée pure, sans corps. La pensée pure. Ce que Husserl appelle l'ego cogito. C'est l'ego, cogito ergo sum, c'est l'ego, le je, le moi. C'est-à-dire que le je, le moi, est à la base de tout chez Descartes. Subjectivité pure. Je pense, donc je suis. Mais, dit Descartes, je suis pour le moment une pure pensée. Nous sommes selon l'ordre des raisons, hein. Je raisonne, je suis Descartes. Je ne suis qu'une pure pensée, je nie tout autour de moi. Le monde autour de moi, Dieu, la mathématique, la philosophie, la science, tout. Je ne suis qu'une pure pensée. Mes bras, mes jambes, mes mains, tout ça n'existe pas. Tout ça est illusion. Je suis une pure pensée, ça au moins j'en suis certain. Parce que tant que je douterai, je penserai, donc je pense, donc je suis. Ok. Comment alors être sûr que ce qui est autour de moi existe? Comment de mon cogito puis-je déduire l'existence avec certitude du monde autour de moi, de la science, des mathématiques, de l'art, de moi-même en tant que corps? Comment établir la certitude que j'existe en tant que corps? Comment établir la certitude que le monde externe existe indépendamment de ma propre pensée, si le monde n'est que la projection de ma pensée, comme un rêve? C'est là que Descartes va prouver l'existence de Dieu, ce qu'on appelle l'argument ontologique. Ontos en grec veut dire l'être. Ontologique, la science de l'être, c'est l'argument par lequel Descartes, reprenant cet Augustin, va prouver l'existence de Dieu à partir de son cogito, de son moi, de son je, sans la révélation, sans les textes bibliques, raison pour laquelle il va être persécuté par les jésuites et par le pape. Parce que Descartes va prouver Dieu indépendamment de la foi, de la révélation ou de l'Église, par sa seule pensée. C'est pour ça qu'il va être assassiné plus tard. Descartes dit ceci. Il y a un seul être dans l'univers qui peut me garantir que les choses existent indépendamment de mon moi, de mon je. Pour le moment, je ne suis qu'un je suis dans mon poil, je médite, Rembrandt. Descartes dit ceci. Je doute. Je suis un être imparfait. Si je doute, c'est que je suis imparfait. Si j'étais un être parfait, je ne douterais pas. J'aurais des certitudes. Je suis un être mortel. Je suis un être fini, ce qu'on appelle en philosophie la finitude. Or, comment se fait-il que moi, qui suis un être imparfait, j'ai en moi l'idée d'un être parfait, à savoir Dieu? Comment se fait-il que moi, qui suis un être mortel, j'ai en moi l'idée de l'immortalité? Comment se fait-il que moi, qui suis un être imparfait, puisque je doute, j'ai en moi l'idée de la perfection? Comment, moi, imparfait, puis-je penser la perfection? Comment le fini peut-il penser l'infini? Comment le mortel peut-il penser conceptuellement l'immortel? Descartes est mathématicien et il dit ceci. Le moins ne peut pas contenir le plus. Moi qui suis imparfait, je ne peux pas contenir la perfection, même en tant qu'idée. Le plus ne peut pas être contenu dans le moins. Je ne peux pas faire 50 moins 100. Mais le plus contient le moins. Je peux faire 100 moins 50.
Dans un sac de 5 litres, je peux y mettre 4 litres, 3 litres, mais je ne peux pas y mettre 10 litres. Le moins ne contient pas le plus, c'est un principe mathématique, à moins d'aller vers le négatif. Donc moi, imparfait, comment est-ce que je peux penser le parfait? C'est aussi absurde que si je voulais tirer 100 de 50. Je ne peux pas faire 50 moins 100. Je ne peux pas donc tirer de la même manière le parfait de l'imparfait. C'est donc que cette perfection existe ailleurs qu'en moi. Parce que de moi, je ne peux pas la tirer, la perfection, ou l'immortalité, ou l'infini. Comment le parfait peut-il être dans ma tête d'imparfait? Sinon parce que cet être parfait existe. Parce que s'il n'existe pas, c'est qu'il n'est pas parfait. C'est-à-dire que la perfection implique son existence. C'est ça l'astuce. De l'imparfait, je conclus que le parfait existe, parce que s'il n'existe pas, il n'est pas parfait. Donc le parfait existe. Ce parfait, c'est Dieu. Dieu existe. Je ne le tire que de ma propre pensée. Je n'ai pas besoin de la religion pour ça. Je n'ai pas besoin de la révélation. Si Dieu n'existe pas, il n'est pas parfait. Or, comment se fait-il que j'en demande de la perfection puisque je suis imparfait et que je ne peux pas tirer le plus du moins? Vous comprenez? Le parfait peut penser l'imparfait, puisqu'il est parfait. Mais comment l'imparfait peut-il penser le parfait, à moins d'être lui-même parfait? Donc je serai Dieu. Pas possible, puisque je suis imparfait et que je doute. Donc cet être parfait existe indépendamment de moi. Or, s'il est parfait, il est infiniment bon. Donc il ne me trompe pas. Et ce que je vois existe. Dieu garantit la véracité du monde externe. C'est Dieu qui est le garant des vérités. Dieu, en tant qu'être parfait, puisqu'il est parfait, est infiniment bon. S'il est infiniment bon, il ne peut pas me tromper. Je balaye donc d'un revers de main l'hypothèse du malingénie de ma première méditation, dans le doute radical. Ce Dieu existe, et s'il existe, il est infiniment bon. S'il est infiniment bon, il ne peut pas me tromper. Donc, Dieu existe, et c'est lui qui, en tant qu'être parfait et bon, garantit l'existence du monde extérieur, et que je ne suis pas fou, et que je pense vraiment. Troisième méditation, c'est l'argument ontologique. Oui, mais si Dieu est parfait qui ne me trompe pas, comment se fait-il que mes sens me trompent alors? Comment se fait-il que mes sens me trompent? Si Dieu est bon et est infiniment parfait, comment expliquer alors que je passe mon temps à me tromper et que la science se trompe tout le temps? Où est l'erreur? Si Dieu est tellement bon et tellement parfait, pourquoi est-ce que le monde n'est pas parfait alors, puisqu'il l'a créé? Si Dieu est tellement bon et tellement parfait, pourquoi est-ce que les hommes se trompent? Pourquoi est-ce qu'ils sont malades? Pourquoi est-ce qu'ils meurent? Alors Descartes va expliquer l'origine de l'erreur. Quatrième méditation. Quatrième partie du discours de la méthode. Donc nous sommes selon l'ordre des raisons. Descartes dit ceci. Il retourne dans son cogito. Et il dit, c'est pas Dieu qui me trompe. C'est moi, homme, qui me trompe tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a en moi deux facultés disproportionnées qui sont ontologiquement, intrinsèquement disproportionnées. Et comme toute disproportion, ça implique une erreur, une faille. C'est un déséquilibre. C'est de ce déséquilibre que naît l'erreur chez l'homme. C'est quoi ces deux facultés? C'est ce qu'on appelle la disproportion des facultés intellectuelles et des facultés mentales. Descartes dit ceci. Il y a deux facultés importantes dans ma pensée. Il y a l'entendement, ce que Descartes appelle l'entendement, et la volonté. Descartes dit, mon entendement, il est fini, il est limité puisque je me trompe. Ça, je le sais. Mon entendement est fini. Il est limité, il est réduit. Mais à côté de cela, il y a une autre faculté, c'est la volonté, qui, elle, est infinie. Il y a une disproportion, on dit à Descartes, entre mon entendement, mon intelligence, et ma volonté, voire mon imagination. Je peux imaginer tout ce que je veux. Je peux imaginer un chien à 5 têtes et à 3 pattes. Rien ne m'empêche d'imaginer ce que je veux. Je peux tout imaginer. Le problème, l'erreur, elle naît quand mon entendement fini donne son assentiment à la volonté ou l'imagination infinie. C'est quand l'imagination ou la volonté l'emporte sur l'entendement.
quand mon entendement se laisse emporter par mon imagination ou par ma volonté, alors naît l'erreur. L'erreur, elle ne vient donc pas de Dieu qui met de l'erreur en moi, mais de la disproportion entre ces 2 ou 3 facultés fondamentales de l'intelligence humaine, que sont l'entendement, la volonté et l'imagination. C'est cette disproportion entre ces facultés qui crée, pour Descartes, l'erreur. J'ai donc expliqué l'erreur. Je reprends donc mon Dieu de la 3e méditation. Dieu est effectivement infiniment bon, il ne me trompe pas. Si Dieu est infiniment bon, alors, 5e méditation, le monde externe autour de moi existe. Cette table existe, vous existez, alors que dans la première méditation, je vous ai nié, au même titre que moi. Vous n'existiez pas. Moi non plus, je n'étais qu'une pure pensée. Mais vous existez parce que Dieu, en tant que clé de voûte de mon édifice philosophique et conceptuel, puisqu'il est parfait et bon et souverain, garantit la véracité du monde extérieur. 5e méditation. Descartes va plus loin. Non seulement le monde externe existe, mais moi, en tant que je fais partie du monde externe, c'est-à-dire mon corps, existe aussi. Et là, Descartes réunit l'âme et le corps. 6e méditation. J'existe en tant que pensée et j'existe en tant que corps. La pensée, c'est la res cogitans, la chose qui pense, la chose pensante, c'est comme ça qu'il l'appelle la pensée dans les méditations. Et la res extensa, c'est le corps. Ce n'est que dans la 6e méditation que Descartes réunit l'âme et le corps. La 6e est la dernière. Elle finit un peu en queue de poisson. Et donc, elle a été complètement négligée. On s'arrête sur le Descartes du cogito, du je pense donc je suis, qui est l'intrusion du moi et du je, du cogito, du moi, de l'ego dans la philosophie, jusqu'en littérature et dans l'art. Après, la 3e méditation, alors là, on se frotte les mains, c'est l'argument ontologique, la preuve de l'existence de Dieu. La 4e méditation, les philosophes traditionnels s'en frottent les mains. L'erreur est humaine, elle est expliquée par les facultés, la disproportion, ce qu'on appelle en philosophie la disproportion originaire des facultés. La 5e, Descartes prouve l'existence du monde externe, et dans la 6e, il réunit l'âme et le corps. La 5e et surtout la 6e vont être complètement négligées, et on va se concentrer sur la 2e et la 3e méditation, ou encore sur la 2e et 3e partie du discours de la méthode, puisqu'il c'est spéculaire, ils se répondent pratiquement chapitre à chapitre. La 6e méditation de Descartes, celle où il réunit l'âme et le corps, c'est-à-dire où il réunit la clarté de la pensée et l'obscurité du corps, ce que j'appelle le clair-obscur, Descartes va l'exposer dans son dernier livre, mais que l'on passe, que l'on met aux oubliettes, c'est justement le traité des passions, les passions de l'âme, et sa correspondance avec Élisabeth, la princesse Élisabeth, et la reine Christine de Suède. Mais comme c'est sa dernière œuvre, et qu'elle est contaminée par sa correspondance avec la princesse Élisabeth et la reine Christine de Suède, elle va passer aux oubliettes. D'où le projet de ce cours et de ce petit livre, c'est de redonner la véritable dimension de Descartes, l'union de l'âme et du corps chez Descartes, qui est la 6e partie du discours de la méthode, qui est la 6e méditation, et qui va être développée, approfondie de façon incroyable, puisque ça va donner naissance à la psychologie moderne et à la psychanalyse moderne, parce que Freud, je vais vous le montrer dans la 2e partie de ce cours, Freud va reprendre pratiquement la théorie de l'affect de Descartes. Et c'est pratiquement Descartes qui invente le terme d'inconscient. Il ne parle pas d'inconscient, mais il parle de non-conscience dans les passions de l'âme. Ce pourquoi cette partie de Descartes, l'union de l'âme et du corps, a été occultée, on le doit en partie à quelques philosophes. Le premier, c'est Spinoza, que voici, Baruch Spinoza. Spinoza, attention, c'est formidable, vivait aussi à Amsterdam, en Hollande. Spinoza a une philosophie complètement opposée à Descartes. Spinoza, un livre remarquable, l'éthique de Spinoza, avec le De Deo more geometrico, la première partie de l'éthique, c'est la preuve de l'existence de Dieu aussi, de façon géométrique, more geometrico. Il reprend d'une certaine manière l'argument de Descartes, enfin ils sont pratiquement contemporains, mais ce que Spinoza réfute chez Descartes, c'est l'idée du cogito. Et Spinoza
dans la préface de son éthique, attention, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, l'éthique de Spinoza est à mon sens un des 5 grands livres de la philosophie. Il faut vraiment rétablir Spinoza, qui était le grand maître de Nietzsche et de Gilles Deleuze, que j'ai eu comme maître aussi, comme professeur de philosophie à Vincennes, à Paris. Spinoza va dire dans l'éthique, dans la préface de l'éthique, que le cogito de Descartes est ce qu'il y a de plus occulte. Il dit Descartes n'éclaire rien, il rend la chose encore plus occulte. Et Descartes et Spinoza critiquent de façon véhémente dans la préface de son éthique le cogito cartésien. Je le cite textuellement dans ce petit livre, mais je n'ai pas le temps. Ça fait déjà plus de la moitié du cours passé. Je n'ai pas le temps de vous développer ça, mais c'est là-dedans, dans mon petit livre, où Spinoza donc démolit, s'oppose frontalement, radicalement, violemment à Descartes dans l'éthique. L'autre grand opposant de Descartes, c'est lui, c'est Blaise Pascal, l'inventeur de la machine à calculer, le merveilleux auteur des Pensées. Mais il y a une chose qui a toujours opposé Blaise Pascal et René Descartes, c'est que Descartes est jésuite, Pascal est janséniste, lié à Port-Royal. En France, à l'époque, Port-Royal, XVIIe siècle, Arnaud notamment, c'est l'école de logique et de linguistique. La linguistique moderne, telle que Ferdinand de Saussure l'a établie, provient de la logique de Port-Royal, où Pascal était lié. Le jansénisme va donner naissance au protestantisme et le jésuitisme, les jésuites, plutôt le catholicisme. Et donc il y a une querelle entre Descartes et Pascal, qui est aussi à l'époque la querelle entre les jésuites et les jansénistes. Janséniste vient de Jansénius, donc, qui était ce grand théologien. Et Pascal, dans les Pensées, je crois que c'est la Pensée 165, c'est aussi là très précisément, dans la Pensée, le paragraphe, je crois que c'est le 165, je ne suis pas certain, il faudrait contrôler, mais en tout cas, dans les Pensées, Pascal dit de Descartes, à propos du cogito, il reprend Spinoza et il dit Descartes, inutile et incertain. C'est la fameuse phrase de Pascal qui va démolir en 3 mots, 4 mots, Descartes, inutile et incertain, 4 mots. C'est d'ailleurs le titre que va reprendre Jean-François Revel dans un très mauvais livre, qui est la préface au discours de la méthode de Descartes, dans l'édition de poche. Jean-François Revel, qui était un piètre philosophe, voulant critiquer Descartes, dans l'édition de poche du discours de la méthode, la préface de Jean-François Revel s'intitule « Descartes inutile et incertain ». Qui est-il pour dire ça? Jean-François Revel a repris la fameuse phrase, le fameux aphorisme de Blaise Pascal dans les Pensées. Donc Spinoza, Pascal. Le troisième, c'est un des plus grands génies de l'humanité qui s'est opposé de façon radicale à Descartes, c'est Leibniz, l'inventeur du calcul infinitésimal, l'inventeur de la monadologie, l'auteur du discours de métaphysique. Leibniz est un immense philosophe et il y a une querelle extrêmement forte, extrêmement féconde entre Descartes et Leibniz. Je vous conseille le très bon livre d'Yvon Bellaval, publié chez Gallimard, qui s'intitule « Leibniz, critique de Descartes ». Leibniz dit de Descartes que c'est un charlatan, c'est le mot de Leibniz, charlatan. Un charlatan qui se fait mousser avec son cogito. C'est dans les opuscules philosophiques choisis de Leibniz, paru chez Vrin, les briques philosophiques chez Vrin. Leibniz va s'opposer de façon absolument, mais encore plus véhémente que Pascal ou Spinoza à Descartes, c'est Leibniz qui va démolir de façon définitive, d'un point de vue scientifique, le cartésianisme. Alors ça fait beaucoup. Spinoza, Pascal, Leibniz, c'est 3 des plus grands philosophes du XVIIe, début XVIIIe avec Leibniz, Leibniz qui est l'inventeur de cette fameuse phrase « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ». C'est de Leibniz. Eh bien, Spinoza, Pascal et Leibniz, qui sont aussi, en tout cas Pascal et Leibniz, des savants, de grands mathématiciens. Leibniz était un vrai génie, j'ai une immense admiration pour Leibniz, mais il n'empêche que Leibniz était un des grands contradicteurs et un des grands opposants de Descartes. Le 4e, enfin, des grands opposants à Descartes, c'est un grand philosophe anglais, c'est Thomas Hobbes, qui a écrit le Léviathan. N'est-ce pas, la théorie d'un état politique qui serait comme un monstre. Il reprend l'histoire du monstre biblique, le Léviathan, et Hobbes compare donc l'État à un Léviathan, peu importe. Hobbes s'est opposé, mais alors là, de façon directe, dans une correspondance à Descartes,
Parce que les méditations métaphysiques de Descartes, dont je vous ai exposé les 6 parties, les 6 chapitres, eh bien, il va y avoir un grand débat qui va naître. Et les philosophes de l'époque vont débattre avec Descartes. Ils vont s'envoyer des lettres en latin. Ou bien par la poste de l'époque, ou par intermédiaire d'autres savants. Il y a toute une confrérie de savants à l'époque. Hobbes en fait partie avec Descartes, et cet autre qui est Pierre Gassendi, grand philosophe libertin, matérialiste, qui a écrit une œuvre immense contre Aristote, et donc le platonisme, mais qu'on ne lit plus. Alors, Hobbes va répondre dans ce qu'on appelle les objections à Descartes. Si vous voulez vraiment lire les méditations, c'est pas simple. Vous lisez les 6 méditations, ok, tout va bien. Mais si vous voulez vraiment avoir une vraie connaissance des méditations, il faut lire les objections de Hobbes et de Gassendi aux méditations de Descartes et les réponses de Descartes aux objections de Hobbes et de Gassendi. Moi, j'ai lu toutes les méditations de Descartes et les objections et les réponses à Hobbes et les objections de Gassendi et les réponses à Gassendi. Donc il faut tout lire. C'est immense, hein, c'est très gros. C'est un volume entier. Eh bien, donc, il y a, je répète, Spinoza, Pascal, Leibniz, Thomas Hobbes, Pierre Gassendi, les 5 contre Descartes. C'est pas peu. C'est toute l'histoire de la philosophie. Alors, ils s'opposent à Descartes pas pour les mêmes raisons. Je vous ai dit, Spinoza, c'est le cogito de Descartes qui l'ennuie. Pascal, c'est sa conception de Dieu. Descartes est jésuite, Pascal est janséniste. Leibniz, c'est la conception mathématique et la cosmologie de Descartes que Leibniz n'aime pas. Leibniz a écrit la Théodicée, il a écrit la monadologie, c'est un immense savant. Hobbes, c'est la vision politique de Descartes qu'il n'aime pas. Il a écrit le Léviathan, qui est un livre de philosophie politique. Et Gassendi est un matérialiste, un libertin, grand maître de Michel Onfray, enfin grand maître, façon de parler, pour autant que Michel Onfray l'ait bien compris. Mais en tout cas, Onfray s'en réclame, c'est un philosophe libertin. Mais libertin ne veut pas dire ce que ça veut dire aujourd'hui, hein, c'est pas DSK. Libertin à l'époque, c'est le libertinage, c'est un art de vivre, c'est une philosophie, c'est une esthétique. C'est l'origine de ce qu'on appelle la libre pensée, l'ULB. Il n'y aurait pas eu l'ULB sans des gens comme Gassendi ou Pierre Charon, qui étaient les grands philosophes libertins du XVIIe siècle, ou bien Montaigne au XVIe siècle, qui est le précurseur des philosophes libertins. Montaigne, Gassendi, Charon, Lamotte-Levaillé, Cyrano de Bergerac, qui n'est pas qu'une pièce de Rostand, parce que Cyrano de Bergerac a vraiment existé. C'était un disciple de Pierre Gassendi. Théophile de Viau, grand poète libertin du XVIIe siècle. Lamotte-Levaillé, je l'ai dit. Et donc, Pierre Gassendi est un philosophe libertin, matérialiste, épicurien, qui reprend Démocrite et la philosophie matérialiste de la physique grecque pré-platonicienne. Et donc, Gassendi, qui n'a pas bien lu Descartes, s'oppose à Descartes parce qu'il prend Descartes pour un pur platonicien ou pour un pur dualiste. Or, je vais vous démontrer qu'il y a place pour l'union de l'habit du corps chez Descartes. Et je pense que les arguments de Gassendi contre Descartes ne sont pas les bons. Descartes a eu cette phrase, et nous allons terminer la première partie de la leçon là-dessus. Voici ce que Descartes a écrit dans les principes de la philosophie. Même les plus excellents esprits auront besoin de beaucoup de temps et d'attention pour remarquer toutes les choses que j'ai eu dessein d'y comprendre, que j'ai eu dessein, que j'ai eu envie, que j'ai eu l'intention, que j'ai voulu y comprendre. Voici donc, je répète, donc les principes de la philosophie, c'est l'autre grand livre avec les méditations de Descartes. Dans la préface, il dit « Même les plus excellents esprits auront besoin de beaucoup de temps et d'attention pour remarquer toutes les choses que j'ai eu dessein d'y comprendre. » Là, c'est une manière de critiquer Spinoza, Gassendi, Hobbes et Pascal. Pas Leibniz, parce que Leibniz vient après. Descartes n'avait pas encore connu Leibniz. Mais les 4 autres, eh bien, c'est eux que Descartes vise en disant que même les plus excellents esprits, Gassendi était un génie, Spinoza, n'en parlons pas, n'ont pas tout compris de Descartes. Il faudra beaucoup de temps pour comprendre l'essence profonde du cartésianisme. Descartes a écrit ça en 1640, 1645. Nous sommes en 2015.
début du XXIe siècle, il a fallu 3 siècles et demi pour que ma modeste personne, avec d'autres, essaye de comprendre ce que Descartes a vraiment voulu dire. Ici, je vous expose uniquement la partie métaphysique du clair-obscur de la conscience. Il va y avoir une deuxième partie, un deuxième livre. D'ailleurs, il est annoncé, je l'annonce dans la conclusion de ce livre, et Pierre Somville, qui a fait la préface, qui m'a fait l'amabilité de faire cette préface, le dit aussi. Il va y avoir une deuxième partie où je vais expliquer comment Descartes explique donc de façon physique, physiologique, les passions et la sensibilité, comme un chirurgien, comme un médecin, à partir du cerveau et du mouvement du sang, ce qu'il appelait les esprits animaux. Mais ce sera dans une deuxième partie, dans un deuxième petit livre, qui va reprendre aussi un tableau de Rembrandt. Vous avez montré le clair-obscur de la conscience, n'est-ce pas? Celui-là. Le deuxième livre, ce sera plutôt ceci. L'école de médecine de Rembrandt, toujours. Donc ce sera un deuxième livre. Et peut-être, si Madame Simoën le veut bien, aurais-je le plaisir, la chance, l'honneur de continuer ce cours l'année prochaine, parce que normalement c'est 4 heures, mais là je n'ai que 2 heures. Et pour exposer Descartes en 2 heures, c'est vraiment très très peu. Mais je me propose de continuer l'année prochaine ou dans 2 ans peut-être, où j'expliquerai donc, comme c'est annoncé dans ce livre, comment Descartes explique physiologiquement, physiquement, à partir du mouvement du cœur, du sang et des poumons, et le mécanisme du cerveau, où il situe l'âme, et comment il explique les passions, et les émotions, et la sensibilité. D'accord? Ça, ce sera peut-être de l'année prochaine, donc la suite de ce cours conférence, où ce sera la partie psychologique et physiologique. Ici, je me contente de la partie métaphysique, ontologique, parce qu'il faut bien donner les bases. Mais si ça vous plaît, si ça vous a plu, nous le reverrons l'année prochaine, dans 1 an, peut-être au Collège Belgique ou ailleurs, je ne sais pas, pour continuer ce cours. Alors, revenons à notre Descartes. Madame Simoën m'a posé une très bonne question, parce que lorsque je parle de l'argument ontologique de Descartes, comment il prouve, comme dirait Spinoza, more geometrico, c'est-à-dire de façon géométrique, mathématique, selon l'ordre des raisons, l'existence de Dieu, Descartes, si l'on veut lui donner un nom, il est déiste, au sens pratiquement... Alors, il n'est pas théiste, c'est encore autre chose. Il est déiste, pratiquement au sens de Voltaire, c'est le Dieu des philosophes. C'est-à-dire que Descartes n'a pas besoin de la révélation de la Bible ou d'une foi quelconque, même si bien sûr ça appuie, mais ce n'est pas l'essentiel. Pour Descartes, la preuve de l'existence de Dieu, elle réside dans la pensée, dans le raisonnement pur. C'est ce qu'on appelle le Dieu des philosophes. C'est une des raisons pour lesquelles il a été d'ailleurs banni, pour laquelle il a dû fuir la France et les jésuites et la papauté, parce que en reconnaissant l'existence de Dieu de façon philosophique, il mettait la raison humaine au-dessus de la révélation divine. Et ça, pour un prélat, c'est inacceptable. Parce que si, pour croire en Dieu, il faut le prouver qu'il existe, la foi ne sert plus à rien. La grandeur de la foi, c'est de croire en quelque chose dont on n'a aucune certitude. C'est ça la foi, par principe. Or, si vous prouvez rationnellement que Dieu existe, il n'y a plus besoin de foi, il n'y a même plus besoin de Bible. C'est le Dieu des philosophes. Et donc, c'est le Dieu des philosophes contre le Dieu du pape, contre le Dieu de la révélation. C'est une des raisons pour lesquelles il est occulté. Mais effectivement, Descartes est déiste. Alors, nous étions arrivés donc à Pierre Gassendi, qui est ce grand philosophe libertin, épicurien, démocrite, matérialiste, qui s'oppose à Descartes, mais pas pour les bonnes raisons, parce que Descartes, il croit que Descartes met davantage l'accent sur l'âme et sur la pensée, ce qui est vrai, mais pas à l'exclusion du corps. C'est qu'il faut lire Descartes dans son intégralité, comme j'essaie de vous le dire depuis presque 2 heures. Or, Gassendi croit que Descartes fait fi du corps. Or, Gassendi est un matérialiste, et quelqu'un pour qui seul le corps existe, et pour qui l'âme n'existe pas. C'est un matérialiste pur, dans la lignée de Démocrite et d'Épicure et de Horace. Et donc, Gassendi ne peut que s'opposer à Descartes. Il y a Pierre Charon, qui était un autre grand libertin, qui lui a mieux compris Descartes. Ceci dit, la querelle entre Gassendi et Descartes est une des plus belles et une des plus fécondes de l'histoire de la philosophie. Et il faut lire les objections de Gassendi qui sont très pertinentes à Descartes et les réponses de Descartes à Gassendi. Alors j'ai une autre question. Je ne peux pas tout dire dans un cours aussi limité, mais dans ce livre, vous avez aussi toute la correspondance, en tout cas les points essentiels de Descartes
avec des interlocuteurs qui n'avaient pas la notoriété de Spinoza, de Leibniz, de Hobbes ou de Gassendi, qui eux étaient vraiment ses contemporains. Il y avait d'autres qui étaient des jésuites, le père Mersenne par exemple, le père Chanu, le père Mélan, qui sont donc des pères, des curés avec lesquels Descartes discutait, et cette correspondance est extrêmement féconde. Mais je ne peux pas m'attarder là-dessus parce que c'est vraiment des points de détail, des arguties de philosophes qui sont importants. Mais là on se perdrait, et il vaut mieux lire le livre, l'avoir sous les yeux pour bien suivre le raisonnement, parce que c'est très très subtil, ça se joue à peu de choses, ça se joue à un mot. Continuons notre exploration du clair-obscur de la conscience. Voici le philosophe qui, à mon sens, a le mieux continué, sans jamais le citer, Descartes, c'est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, qui, bien sûr, a écrit la critique de la raison pure, et je vous ai dit, dans la critique de la raison pure, la première partie, c'est ce qu'on appelle l'esthétique transcendantale. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que Kant, au départ, c'était un platonicien, un dualiste, un idéaliste, au sens philosophique du terme. Or, Kant a lu un philosophe fondamental, à qui il rend hommage dans sa préface de la critique de la raison pure et dans d'autres passages de son œuvre, c'est David Hume, philosophe anglais, empiriste, matérialiste. Et c'est en lisant David Hume que Kant établit sa philosophie, sa critique de la raison pure, et les prémices de ce qu'il appelle l'esthétique transcendantale, c'est-à-dire la sensibilité. L'esthétique transcendantale est le mot philosophique, le mot savant que l'on donne à ce que, pour faire bref, on appelle la sensibilité, c'est-à-dire l'union de l'âme et du corps. Avant cela, Kant était un idéaliste. C'était la pensée pure, l'entendement pur, la raison pure. Or, il critique la raison pure dans la deuxième partie de sa vie, Kant. C'est même le titre de sa principale œuvre, qui est peut-être le plus grand livre de philosophie qui soit, Critique de la raison pure, Critique den reinen Vernunft, 1781, publié en Allemagne. Eh bien, c'est en lisant David Hume que Kant devient le grand Kant. Il dit « Hume m'a réveillé de mon sommeil dogmatique ». C'est ce que Kant dit. Et donc, Kant établit sa critique de la raison pure, son esthétique transcendantale, sur la base de la philosophie de Hume, parce que Hume est un matérialiste, c'est un sensualiste, un empiriste et un sensualiste, c'est-à-dire pour qui les sens, le toucher, la vue, l'odorat, les sens au sens banal du terme, sont le fondement de la connaissance. Eh bien, Kant, dans la critique de la raison pure, je l'avais expliqué il y a 2 ans d'ici dans un schéma dont certains se souviendront peut-être s'ils étaient là il y a 2 ans d'ici, dans la critique de la raison pure, Kant met comme principe, comme base de la connaissance, avant l'entendement et avant la raison, la sensibilité, notamment à travers les idées a priori de l'espace-temps. Pour Kant, la base de la connaissance, c'est la sensibilité, mais c'est un magma informe. Nous avons des informations à travers la sensibilité. Ensuite, l'entendement constitue, c'est le principe, ou plutôt la faculté constituante, fondatrice de la sensibilité. L'entendement est cette faculté intellectuelle qui met en ordre, qui structure les informations irrationnelles et désordonnées de notre sensibilité. Si nous n'avions pas l'entendement, nous serions de la pure sensibilité ou du pur instinct, comme des animaux. Eh bien, l'entendement, pour Kant, fonde, structure, c'est la faculté intellectuelle où sont tous les principes logiques, c'est la causalité, la temporalité. L'entendement fonde, c'est ce qu'il appelle la faculté fondatrice de la sensibilité. Et la raison ne vient qu'après. La raison est un principe unificateur ou régulateur qui unifie la sensibilité et l'entendement, c'est-à-dire la sensibilité matérielle du corps, l'entendement intellectuel, peuvent fonctionner ensemble, c'est-à-dire la matière et la non-matière, le corps et l'intelligence pure, grâce à la raison qui est ce principe qui unifie le tout. Ce sont les 3 niveaux de la critique de la raison pure. Kant le tire de Hume. C'est important parce que Hume est un sensualiste. C'est quelqu'un qui met en exergue le corps. Et Kant, dans son tout dernier livre,
il a été publié posthume. Kant ne l'a pas vu publier. C'était ses cours de philosophie qu'il donnait à Königsberg, donc, où il était professeur de philosophie de la petite ville de Königsberg, qui à l'époque était la Prusse, était l'Allemagne, et qui aujourd'hui est russe. Hein, c'est Kaliningrad, c'est l'enclave de Kaliningrad aujourd'hui. À l'époque, ça s'appelait Königsberg, et là, Kant donnait cours de philosophie. Eh bien, Kant, dans son tout dernier livre, qui s'intitule, que personne n'a lu, qui s'intitule Anthropologie, anthropos c'est l'homme en grec, anthropologie du point de vue pragmatique, Kant réhabilite véritablement, de la part de Kant, c'est extraordinaire, on n'y pense pas, parce que s'il y a un philosophe systématique, dur, exigeant, c'est bien Kant, eh bien Kant, dans l'anthropologie du point de vue pragmatique, qui sont ses notes de cours remises en ordre par ses étudiants et publiées posthumes, fait l'apologie de la sensibilité, c'est-à-dire du sensualisme, tel qu'il l'avait lu des années auparavant chez Hume, chez le philosophe anglais David Hume. Et voici ce que Kant écrit dans son anthropologie du point de vue pragmatique. Voici ce que Kant écrit. Retenez bien ce titre de Kant, parce que tout le monde parle de la critique de la raison pure, de la critique de la raison pratique, de la critique de la faculté de juger, qui sont les trois grandes critiques de Kant, à la limite des fondements de la métaphysique des mœurs, qui est son livre de morale, mais il y a ce dernier livre, Anthropologie du point de vue pragmatique. Là, dans ce livre, il y a un chapitre dont le titre est, je vous le donne en mille, Apologie pour la sensibilité. Apologie pour la sensibilité. Kant écrit ceci. Pour l'entendement, l'entendement est un mot qui revient dans la bouche de Hume et de John Locke, le maître de Hume, philosophe anglais, les essais sur l'entendement humain de John Locke. Pour l'entendement, chacun témoigne de la plus grande considération. Déjà, sa désignation comme faculté supérieure de la connaissance en fait foi. Mais la sensibilité a mauvaise réputation, dit Kant. Or, sans elle, il ne peut pas y avoir de matière qui puisse être élaborée pour l'usage de l'entendement supérieur. Donc Kant dit, la sensibilité a mauvaise réputation. Notre philosophie platonicienne, post-platonicienne, judéo-chrétienne, rejette le corps, la sensibilité, le corps est source de péché, le corps disparaît, meurt, le corps est corrompu, le corps est source d'erreur, est source de péché, le corps est négatif pour l'âme, il faut sauver son âme qui seule est immortelle, c'est la religion, tous les monothéismes pratiquement, à l'exception tous les monothéismes. Donc la sensibilité, le corps, Kant a raison, a mauvaise réputation dans l'histoire de la philosophie et de notre culture. Ce n'est qu'à partir de Nietzsche, pratiquement, au XIXe siècle, que le corps est réhabilité, dans Ainsi parlait Zarathustra et dans Le Gai Savoir. Eh bien, Kant dit, à juste titre, la sensibilité a mauvaise réputation. Mais il ajoute, or, sans elle, sans la sensibilité, il ne peut pas y avoir de matière qui puisse être élaborée pour l'usage de l'entendement supérieur. Ça veut dire que cette faculté constitutrice de l'entendement, telle que Kant l'élabore dans la critique de la raison pure, il ne peut pas y avoir d'entendement si cet entendement ne se base pas sur la sensibilité. Quelle réhabilitation de la sensibilité, et donc du corps. Pas d'entendement, et donc pas de raison, sans corps, sensibilité, pour Kant. Eh bien ça, mes chers amis, Descartes le dit un siècle avant. Sauf que ce Descartes-là, on ne l'a pas lu, pour les raisons que je vous ai expliquées. Ou si on ne l'a pas lu, on l'a trop bien lu et on l'a occulté, parce que trop dangereux pour la culture judéo-chrétienne, platonicienne, chrétienne, catholique et tout ce que vous voulez. Voici ce que Descartes dit à propos des passions. Descartes est à la fin de sa vie. Il est
en Hollande, il va quitter la Hollande pour la Suède, chez la reine Christine de Suède. Descartes est à la fin de sa vie, il va bientôt mourir, il se sait faible, démuni, appauvri, malade. Et il a une espèce de Madeleine proustienne, il se souvient de ses jardins de Touraine, là où il est né, comme je vous l'ai expliqué, un peu plus de 60 ans plus tôt, dans le village de La Flèche, c'est le nom du village où Descartes est né, qui est aujourd'hui Descartes, qui s'appelle Descartes, donc c'est en Touraine, près de la ville de Tours, sur la Loire. Voici ce que Descartes écrit dans sa correspondance, et on ne lit pas les correspondances, on a tort. Un de ses interlocuteurs de l'époque, il s'appelle Chanut, C-H-A-N-U-T. Et ce que Descartes, qui passe pour le grand maître du rationalisme, celui qui a opposé de façon radicale dans la lignée de Platon et du christianisme l'âme et le corps, donc les plaisirs, les passions, les émotions. Voici ce que Descartes écrit à Chanut. Dans une lettre du 1er novembre 1646, 5 ans après avoir écrit les Méditations métaphysiques, et c'est l'année où paraissent ces passions de l'âme. Au reste, dit Descartes, il semble que vous inférez, il s'adresse donc à Chanut, il semble que vous inférez de ce que j'ai étudié les passions, que j'en dois plus avoir aucune. Mais je vous dirai qu'en les examinant, je les ai trouvées presque toutes bonnes. Et tellement utiles à cette vie, que notre âme n'aurait pas sujet de vouloir demeurer jointe à son corps un seul moment, si elle ne les pouvait ressentir. Non seulement il aime les passions, mais il les trouve toutes bonnes. Et il dit que si ce n'était pas le cas, l'âme ne serait pas jointe au corps. Quelques mois après, il écrit, dans l'article 212 de ses Passions de l'âme, les Passions de l'âme sont divisées en chapitres, en aphorismes, en petits articles. Voici le dernier article des Passions de l'âme. C'est son testament spirituel. Ce sont ses dernières phrases. Au reste, l'âme peut avoir ses plaisirs à part. Mais pour ceux qui lui sont communs avec le corps, les plaisirs, dépendent entièrement des passions, en sorte que les hommes qu'elles peuvent le plus émouvoir sont capables de goûter le plus de douceur en cette vie. C'est Descartes qui écrit ça. Ce sont les passions qui procurent le plus de douceur dans la vie. Vous imaginez, le maître du rationalisme, celui qui passe pour le grand contenteur, comme dirait Nietzsche, du corps, le grand inquisiteur du corps, dit que l'âme peut avoir ses plaisirs à part. Oui, la mystique par exemple. Mais pour ceux qui lui sont communs avec le corps, l'union de l'âme et du corps, le clair-obscur de la conscience, ils dépendent entièrement des passions, en sorte que les hommes qu'elles peuvent le plus émouvoir sont capables de goûter le plus de douceur en cette vie. Il écrit à Silon, un autre de ses correspondants, en avril 1648, 2 ans après, cette phrase, dans une lettre privée. C'est Descartes qui parle. « La philosophie que je cultive n'est pas si barbare, ni si farouche qu'elle rejette l'usage des passions. Au contraire, c'est en lui seul que je mets toute la douceur et la félicité de cette vie. Et bien qu'il y ait plusieurs de ces passions dont les excès soient vicieux, il y en a toutefois quelques autres que j'estime d'autant meilleures qu'elles sont plus excessives. Et je mets la reconnaissance entre celles-ci aussi bien qu'entre les vertus. » Il range les passions parmi les vertus. Il écrit à la princesse Élisabeth, cette fameuse princesse Élisabeth dont il était secrètement amoureux, il écrit « Et je puis dire avec vérité que la principale règle que j'ai toujours observée en mes études, c'est Descartes qui écrit, et celle que je crois m'avoir le plus servi pour acquérir quelques connaissances, a été que je n'ai jamais employé que fort peu d'heures par jour
aux pensées qui occupent l'imagination. À l'époque, c'est la mathématique. Et fort peu d'heures par an à celles qui occupent l'entendement seul, et que j'ai donné tout le reste de mon temps au relâche des sens et au repos de l'esprit. J'ai donné tout le reste de mon temps au relâche des sens, la sensualité, et au repos de l'esprit. Voilà ce que dit Descartes. Il continue. Il veut inviter un de ses amis, ses dernières lettres, il s'appelle Balzac, rien à voir avec Honoré, bien sûr, nous sommes au XVIIe siècle. Il a un ami qui s'appelle Balzac. Et il veut absolument le convaincre de venir le rejoindre en Suède, à Stockholm. Il fait froid, il s'ennuie, Descartes, et il demande à son copain Balzac de venir le rejoindre pour discuter. Voici ce que Descartes écrit à Balzac. Si vous lisez cette lettre, vous la comparez avec la 5e promenade des rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Je l'avais mis dans la version originale de mon texte sur Descartes, mais j'ai dû l'enlever pour des raisons éditoriales, parce que c'était trop long par rapport à la collection. Donc je n'ai pas reproduit le passage de la 5e méditation, qui est la plus belle, la 5e promenade de Jean-Jacques Rousseau, dans les rêveries du promeneur solitaire. C'est celle où il est sur le lac de Bienne, en Suisse, frontière Suisse et France. Il est là, sur le lac de Bienne, et il se repose, et il écoute le bruit des vagues, et le bruit du vent dans les arbres. C'est très romantique. Lisez la 5e promenade de Jean-Jacques Rousseau, et lisez cette lettre de Descartes à Balzac. Voici ce que Descartes écrit. On croirait lire Jean-Jacques Rousseau. Après que le sommeil a longtemps promené, les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, après que le sommeil a longtemps promené mon esprit dans des buis, des jardins et des palais enchantés, où j'éprouve tous les plaisirs qui sont imaginés par les fables, je mêle insensiblement mes rêveries du jour avec celles de la nuit. Et quand je m'aperçois d'être éveillé, c'est seulement afin que mon contentement soit plus parfait et que mes sens y participent. Car je ne suis pas si sévère que de leur refuser autre chose qu'un philosophe leur puisse permettre sans offenser sa conscience. Il continue. Je vais me promener tous les jours parmi la confusion d'un grand peuple. Il est à Amsterdam, il est en Hollande, et il y a des bateaux, il y a des navires, il est dans le port d'Amsterdam, pour paraphraser. Et donc, le grand Jacques, et il voit beaucoup de gens autour de lui. Je vais me promener tous les jours parmi la confusion d'un grand peuple, avec autant de liberté et de repos que vous sauriez faire dans vos vallées. Et je n'y considère pas autrement les hommes que j'y vois, que je ferai des arbres qui se rencontrent en vos forêts, ou des animaux qui y paissent. Le bruit même de leur tracas n'interrompt pas plus mes rêveries que ferait celui de quelques ruisseaux. C'est du Jean-Jacques Rousseau. Que s'il a du plaisir à voir croître les fruits en vos vergers, et à y être dans l'abondance jusqu'aux yeux, pensez-vous qu'il n'est pas bien autant à voir venir ici des vaisseaux, les bateaux qui arrivent dans le port d'Amsterdam, à voir venir ici des vaisseaux qui nous apportent abondamment tout ce que produisent les Indes et tout ce qu'il y a de rare en Europe? Il écrit à la princesse Élisabeth, « Je ne suis point de ces philosophes cruels qui veulent que leurs sages soient insensibles. » Il critique les stoïciens, nommément. J'ai mis simplement la phrase. « Je ne suis pas de ces philosophes cruels qui veulent que leurs sages soient insensibles. » Et il continue, il cite, il critique nommément l'inventeur du stoïcisme, c'est-à-dire l'ataraxie. Les sens ne comptent pas, seule l'âme, le repos, pas être perturbé par nos sens et par nos corps. Voici ce que Descartes écrit de Zénon. Toujours à la princesse Élisabeth, 18 août 1645. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, au contraire, a considéré celui, le souverain bien, que chaque homme en son particulier peut posséder. C'est pourquoi il a eu aussi très bonne raison de dire qu'il ne consiste qu'en la vertu. Mais il a représenté cette vertu si sévère et si ennemie de la volupté, Descartes,
Mais il a représenté cette vertu si sévère et si émie de la volupté, en faisant tous les vices égaux, qu'il n'y a eu que des mélancoliques ou des esprits entièrement détachés du corps qui aient pu en être ses sectateurs, c'est-à-dire ses disciples. Descartes, en gros, dit Zénon a tellement été sévère et cruel par rapport au corps qu'il n'y a que des sectes, qu'il n'y a que des gens qui sont des sectaires qui peuvent le suivre parce qu'il a oublié le plaisir et la volupté. C'est ce Descartes-là que j'ai essayé d'analyser, et voici sa toute dernière lettre de Descartes à Brassé, c'est un de ses correspondants, 23 avril 1649. « Je ne suis point d'opinion qu'on doive s'exenter d'avoir des passions. » Plus clair que ça. « Il suffit qu'on les rende sujettes à la raison. Et lorsqu'on les a ainsi apprivoisées, elles sont quelquefois plus utiles qu'elles penchent vers l'excès. » Pour bien convaincre ce Brassé de venir le rejoindre à Stockholm, Descartes n'aimait pas Stockholm, il pensait à sa Touraine natale, voici ce qu'il dit à Brassé, et je termine là-dessus. Il fait référence à Ulysse, à Homère. « On n'a point trouvé étrange qu'Ulysse ait quitté les îles enchantées de Calypso et de Circé, où il pouvait jouir de toutes les voluptés imaginables, et qu'il ait aussi méprisé le chant des sirènes, pour aller habiter un pays pierreux et infertile, d'autant que c'était le lieu de sa naissance. Mais j'avoue qu'un homme qui est né dans les jardins de la Touraine, c'est lui, ne peut facilement se résoudre à la quitter pour aller vivre au pays des ours, entre des rochers et des glaces. » C'est ce qu'il pense de la Suède, où il va mourir. Et donc, ces passions, cette sensibilité que je vais approfondir lors du prochain cours conférence, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas, on verra. Les passions, pour Descartes, ne sont négatives que si elles débordent la raison, que si on se perd. Mais quand elles sont adéquatement, pas maîtrisées, mais guidées, éduquées, c'est le bon mot, éduquées, lorsqu'elles sont canalisées, les passions, ce que Descartes appelle les appétits ou l'affect, est extrêmement utile, et elles sont même d'autant plus utiles qu'elles sont excessives. Descartes avait un côté libertin qu'on n'a pas mis en exergue. C'était un grand cavalier, il adorait aller à cheval, il adorait les femmes, il adorait se battre à l'épée, il paraît qu'il a eu un enfant avec sa gouvernante, sa domestique. Descartes aimait les plaisirs de la chair, il aimait bien manger, il aimait bien boire. C'était pas Rabelais, mais quand même, si on lit la biographie de Descartes, on peut se rendre compte de tout cela. Et Descartes, surtout, donne à l'âme une place, un siège corporel. Pour Descartes, l'âme a un siège dans le cerveau humain. Ce siège, donc pour Descartes, l'âme se trouve physiquement dans le cerveau. Il y a 2 hémisphères dans le cerveau. Et dans le cerveau, au milieu, je vous ai dit que Descartes était chirurgien, il y a une petite glande qu'on appelle la glande pinéale, ou encore conarione en latin. Eh bien, c'est dans la glande pinéale, qui est un organe du cerveau, que Descartes met le siège de l'âme. C'est quand même incroyable. L'âme a un endroit physique et physiologique qui est la glande pinéale. Et alors, l'âme est dans cette glande pinéale. Cette glande pinéale, pour la chirurgie de Descartes à l'époque, est donc une petite glande qui est en équilibre entre les 2 hémisphères du cerveau. Et selon que le sang abonde plus ou moins intensément, il fait vibrer la glande pinéale. Ces atomes dans le sang, Descartes les appelle les esprits animaux. C'est le mot que Descartes donne aux atomes les plus subtils du sang, les esprits, des esprits animaux. Et ce sont ces esprits animaux,
c'est-à-dire le flux du sang en termes modernes. C'est le flux du sang qui fait vibrer la glande pinéale où se trouve l'âme, et en faisant vibrer la glande pinéale, ça procure les émotions. Par exemple, la jalousie. On devient fou. La folie. La passion amoureuse. La jalousie. Tout ça, chez Descartes, a une origine physiologique provoquée par le courant, l'influx des esprits animaux qui font bouger la glande pinéale où est le siège de l'âme. Ça veut dire que les émotions, ce que Sartre, dans l'esquisse d'une théorie des émotions, appelle l'émotion choc, chez Descartes, eh bien, cette émotion est provoquée au sein de l'âme même, qui elle-même se trouve dans un organe physiologique parfaitement identifiable, selon Descartes, qui est la glande pinéale en français, ou encore le conarion, C-O-N-A-R-I-O-N. Tout cela est dans le traité des passions de Descartes. C'est incroyable qu'on ne l'ait pas lu et qu'on laisse sous silence cet aspect fondamental du dernier Descartes, qui est le troisième Descartes, le Descartes de la vieillesse, où il réunit, comme je vous ai dit au début de ce cours, le Descartes de la jeunesse, le savant, le chirurgien, le physicien, le Descartes de la maturité, le métaphysicien auquel on s'est arrêté, sans voir le Descartes de la vieillesse, et où il se lâche, et où il dit vraiment les choses, où il réunit l'âme et le corps, il va le payer très cher de sa vie, puisque fort, très très probablement, il a été assassiné, empoisonné à l'arsenic, d'après des études médicales, une autopsie faite sur ses os, mais hélas, on n'a jamais retrouvé son crâne. Merci.